Binge Audio. Je ne sais pas si vous avez vous aussi constaté ça, mais régulièrement, quand on décortique des théories du complot assez populaires, notamment dans les courants d'extrême droite, on retombe souvent sur le thème de la pédocriminalité. Beaucoup de ces théories se terminent classiquement par la dénonciation d'une élite mondiale pédosataniste dont le projet secret est de tuer, de mutiler, de violer des enfants. Une obsession récurrente qui, évidemment, ne doit pas faire oublier le fait que les violences sur les enfants sont une réalité, hélas, encore trop invisibilisée et banalisée. Il n'empêche, on a eu envie de comprendre pourquoi ces cercles, qui ont une réelle influence sur l'opinion, sont à ce point obsédés par cette problématique et pourquoi il serait illusoire de penser que l'extrême droite s'est toujours placée en défenseur des victimes de pédocriminalité. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode signé Anton Stolper. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Pour démarrer, il est important de bien comprendre à quel point l'extrême droite est un espace morcelé, composé de différentes chapelles qui bien souvent s'opposent sur des notions fondamentales. C'est ce qu'on va voir avec le premier invité de cet épisode, une voix que vous connaissez pour l'avoir déjà entendue dans Programme B, c'est celle de Stéphane François, historien et politologue, fin connaisseur de l'extrême droite à laquelle il a consacré de nombreux travaux et qui va nous aider à défricher les rapports ambigus qu'elle entretient avec la pédocriminalité. Dans l'extrême droite classique, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt celles qui portent des valeurs morales. Évidemment, la pédophilie, c'est quelque chose de puni, de punissable, de justifiable, de condamnable. Par contre, dans des tendances, on va dire, plus révolutionnaires ou plus en adéquation avec l'époque, on est dans la même problématique que certains milieux d'extrême gauche, post-68, c'est-à-dire libérer la sexualité, y compris celle des mineurs. Et là, effectivement, du côté des néo-nazis et de certains néo-païens, je fais la distinction entre les deux, il y a la promotion d'une certaine forme de sexualité ouverte aux mineurs et donc à la pédophilie. Et là, on a des choses particulières parce que on va plus parler de personnes qui vont chercher à justifier leur perversion que de pratiques qui sont plutôt adoptées par un groupe. Ces gens, évidemment, vont pas citer des Cohn-Bendit ou des autres, hein, évidemment. Mais par contre, ou Libé de l'époque, par contre, ils vont plutôt mettre en avant des études sur la sexualité dans le monde indo-européen, dans la Grèce archaïque. On a des personnes qui sont connues pour ça. Chez les néo-nazis, on a la revue, c'est Gay France, qui date de la fin des années 70, début des années 80, qui est ouvertement pédophile, qui est ouvertement néo-nazi, et qui va provoquer des remous, y compris dans la mouvance. C'est-à-dire que je connais des militants de cette mouvance qui disent, à l'époque, c'était quand même une revue avec des enfants, aux zizi à l'air partout, c'est pas bien, voilà, ce genre de choses. Néanmoins, concernant moins la pédophilie, mais plutôt, on va dire, des amours visant des adolescents ou des adolescentes, ça passe mieux. Pour la bonne raison qu'ils vont mettre en avant les pratiques de la Grèce archaïque avec la pédérastie rituelle. Donc, ils vont trouver ou vont chercher à trouver ou à mettre en avant des explications sur ce genre de pratiques. Après, ils vont mettre aussi en avant des auteurs qui étaient connus pour ces positions. Dans les années 70, on a le cas Maznev, qui déjà à l'époque était dans cette optique-là, et qui était déjà à l'époque, à la fin des années 70, un compagnon de route de la Nouvelle Droite. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que Benoît a plusieurs fois dédié ses ouvrages, même mieux, à Gabriel Maznev. Quand je dis Benoît, je pense à Alain de Benoît. Alain de Benoît, c'est le théoricien principal de la Nouvelle Droite. Il est toujours en activité, il a 82 ans aujourd'hui, à peu près. Et surtout, c'est un païen totalement assumé, avec des amitiés à gauche, à l'extrême gauche et évidemment à l'extrême droite. Et donc, Benoît a dédié plusieurs livres à Maznev. À l'époque, comme à gauche, Maznev était vu comme quelqu'un de génial. Et dans les années 80, dans les Éléments, il a écrit plusieurs articles faisant promotion des thèses de Maznev, c'est-à-dire cette forme de pédophilie, à mots couverts. Certains de ces articles sont ressortis au moment de l'affaire Maznev. Mais l'idée est là, mais avec toujours ce côté païen, quoi. C'est une sexualité païenne et non pas chrétienne.
On a mentionné la nouvelle droite. Avant que vous ne vous ruiez sur Wikipédia pour en savoir plus sur ce courant, on a demandé à Stéphane François de nous expliquer ce que c'est. Alors, à l'époque, la nouvelle droite, c'est un courant minoritaire. C'est l'une des tendances de l'extrême droite. Mais pour autant, ce n'est pas si minoritaire que ça. C'est-à-dire que l'âge d'or de la nouvelle droite, grosso modo, c'est de sa fondation, 68, 69, jusqu'à le premier déclin, c'est-à-dire milieu des années 80. C'était une école de cadres. Le but était de faire de la métapolitique, d'influencer les discours des politiques sur un certain nombre de thématiques. Et beaucoup de cadres, même de droite, hein, même d'ailleurs, sont passés à l'époque par cette nouvelle droite. Alain de Benoît donc a été accueilli par Bernard Pivot. Il a participé à Apostrophe. Il participait à des émissions radio de Radio France, Panorama des idées actuelles. Il écrivait, et la Nouvelle Droite d'ailleurs est à l'origine avec Powell du Figaro Magazine. Et le premier comité de rédaction du Figmag pour les habitués était composé de néo-droitiers. Certains ont été les plumes de ministres importants de l'époque. Hein. L'avenir n'est écrit de nulle part de Poniatowski, donc ministre de l'Intérieur, très à droite de Giscard, a été écrit par des membres de la Nouvelle Droite. Sans compter les universitaires, les journalistes, voilà. Donc ce n'est pas si anodin que ça. Pour en revenir à notre point de départ, la question qui maintenant nous intéresse, c'est de comprendre quels rapports ont entretenu ce courant de la nouvelle droite et ceux issus de la tradition catholique radicale qu'on évoquait au tout début. À l'époque, dans les années 70-80, même jusqu'à la fin des années 90, le catholicisme et le catholicisme traditionnaliste étaient des religions ringards. Voilà, c'est dit brutalement. Chez les radicaux, être catholique, c'était très ringard. Donc on se disait plutôt néo-païen, on se disait, dans les années 80, s'intéresser à la magie, à Aleister Crowley, à d'autres mouvements ésotériques. Mais les catholiques traditionnalistes, voilà, c'était le passé. Et plus encore pour les néo-nazis et les néo-païens, c'est une religion judéo-chrétienne, et on insiste bien sur le judéo-chrétienne. C'est une religion orientale, et même pour la nouvelle droite dans les années 80, c'est une secte orientale. Donc être catholique, c'est pas trop apprécié. Et cette tendance-là n'avait pas beaucoup d'intérêt, de sympathie pour Jean-Marie Le Pen. Pourquoi je parle de Le Pen? Parce que Le Pen était plutôt proche du milieu catho-tradi. Donc, ça passait mal. Ça va changer à la fin des années 90, à partir du moment où on a l'idée de choc des civilisations. On va avoir le 11 septembre, on va avoir les prémices avec la guerre de Yougoslavie. Cette extrême droite, païenne, nazie, pour faire simple, est plutôt pro-arabe parce qu'antisémite ou anti-américaine. Et à partir de là, ça va commencer à changer. Et le point de bascule, qui vraiment va me permettre le retour en grâce, si je peux faire ce vilain jeu de mots, des catho-tradis, c'est le mouvement pour tous. La manif pour tous, là, effectivement, ça va permettre aux catholiques de revenir en force dans l'extrême droite, avec cette idée que méprisée, ringarde, est toujours présente. Et là, on va avoir une évolution, notamment chez les plus fascisants ou les plus identitaires, c'est-à-dire marqués par le paganisme ou l'athéisme, vers un retour vers ces milieux-là. Pourquoi ? Parce que les manifs pour tous ont montré des milieux capables de mobiliser beaucoup de sympathisants, beaucoup de catholiques, et voilà, ça va revenir. Et donc là, à partir de ce moment-là, les cadeaux tradis reviennent en force, et on voit aussi des évolutions, c'est-à-dire que telle personne qui était connue pour des positions plutôt magiques, païennes ou autres, vont abandonner ces pratiques-là en disant en fait ça fonctionne pas, il y a un constat, on a essayé de développer ça, ça marche pas, c'est artificiel, et ils vont se retourner vers une foi qui fonctionne, entre guillemets, une fois qu'il a fait ses preuves, donc le catholicisme. Alors, ces militants ne se voilent pas la face. Hein. Les rapports entre la tendance païenne et la tendance catho-tradie, ça a été violent. Hein. Même s'il y a des catho-tradis qui sont proches, par exemple, de Benoît. Je pense à l'abbé de Tannouarn, qui est un ancien lefévriste, qui est à l'origine de l'Institut du Bon Pasteur. Il discute avec Benoît. Il y a des échanges, il y a du respect mutuel. Par contre, c'est vrai que les valeurs morales reviennent. Parce que si l'extrême droite païenne n'est pas hostile à une forme d'homosexualité ou à une forme de pédophilie, il faut pas que ça devienne dominant et visible. Guillaume Fay, qui était le théoricien second de la nouvelle droite au début des années 70, au début des années 80, l'a écrit plusieurs fois. Il fait la partouze, l'homosexualité, ça me dérange pas, mais sous contrôle d'institutions plus fortes. Et surtout, faut pas que ça devienne dominant et trop visible. Pour la pédophilie, c'est une évolution parce qu'on est passé progressivement de ces milieux néo-nazis, néo-païens
d'une promotion d'une forme d'homosexualité ou de pédophilie issue de la révolution conservatrice allemande, ou le mouvement d'extrême droite qui a eu dominant en Allemagne de 18 à 33, à des bases plus classiques. De même, la nouvelle droite, ou ces mouvements-là plus généralement, est passé d'un éloge de l'eugénisme à un discours plutôt marqué par des formes d'écologie, et donc on ne touche plus au corps. Il y a une évolution de ce côté-là. Et progressivement, donc, certaines valeurs qu'on trouve classiquement à l'extrême droite, une père, une mère, a repris le dessus. Pourquoi ? Parce que là, on retrouve encore cette idée de choc des civilisations, d'affrontement avec une autre civilisation traditionnelle qui fonctionne, l'islam, avec justement là des thèmes qui sont tout à fait en adéquation, paradoxalement, avec l'extrême droite, c'est-à-dire une femme avec une position traditionnelle, un homme dominant, une société patriarcale, des enfants, etc. Après, là, il y a encore beaucoup d'ambiguïté, parce que des affaires de pédophilie, on en a chez Cato Tradi, au hasard Betaram en ce moment. On en a dans l'islam, on en parle peu, mais il y a encore des cas de pédophilie. Donc, il y a des ambiguïtés de ce côté-là. Mais pour revenir à ce que je vous disais, on revient dans les années 2000, classiquement, à des positions, un homme, une femme, des enfants, les enfants éduqués à la dure par les parents, et on retrouve des valeurs, on va dire, assez catho-tradiées, en fait. Ces valeurs traditionnelles, entre guillemets, elles servent aujourd'hui à se distinguer des autres organisations politiques, mais aussi à donner un coup de jeune à des théories du complot à l'ancienne, avec au cœur des obsessions la question de l'enfant, là aussi une tradition ancestrale. Les enfants, c'est l'avenir de la civilisation européenne à préserver, puisqu'elle est persécutée, en déclin. Ça, c'est une grande thématique. Donc, effectivement, l'enfant est mis en avant de ce côté-là, avec justement la volonté de transmettre les valeurs traditionnelles de l'Europe. Donc, ces aspects-là sont gommés, d'autant plus qu'un certain nombre d'affaires sont sorties dans les années 80-90. Donc, il faut s'opposer aux gauchistes qui sont des pédophiles en puissance. Et on pense là à toute la polémique sur Cohn-Bendit qui est remis en avant en disant « Regardez ce qu'ils sont capables de faire, c'est des pervers, des machins, des décadents ». Effectivement, il y a ce côté-là. On a une conception du monde qui est basée, fondée sur le fait, même depuis les années 30, que forcément il y a quelque chose de caché, qu'on ne connaît pas tout, et qu'il y a des groupes qui œuvrent dans l'obscurité, dans les arrière-loges, et je fais exprès d'utiliser ça, et qui vont modifier en profondeur, dynamiter les valeurs traditionnelles de la société. Et si on prend dès la fin du 19e, notamment chez nos catho-tradis, on a les juifs et les francs-maçons. Et effectivement, la géopolitique des extrêmes droites est totalement structurée, organisée sur l'idée de complot. S'il y a, c'est qu'il y a un complot. Si un tel dit ça, c'est qu'il y a un complot. Voilà. Là, aujourd'hui, le grand placement est orchestré par un complot de nos élites mondialisées libérales, mais aussi des juifs. Alors ça, entre guillemets, évidemment, parce que ça va tomber sous le coup de la loi, certains militants d'extrême droite, notamment américains, disent voilà, on les a ratés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont en train de se venger, ils ont organisé le grand remplacement. Quand vous regardez certaines affaires aussi, notamment de pédophilie, là, on passe du côté réactionnaire. Regardez Cohn-Bendit, c'est un juif, quoi. Voilà, on retrouve ce vieux discours de la fin du 19e, dont les origines sont chez Drummond, sur l'idée que le juif avec un J majuscule est quasiment une incarnation du mal, et qui sont là pour détruire les nations. Donc ça va entrer en résonance avec l'Action française, avec Maurras, avec certaines franges du catholicisme traditionnaliste, etc., etc., etc. Comme souvent à l'extrême droite, on en revient à une autre obsession ancestrale, l'antisémitisme. Les tenants de la droite radicale d'aujourd'hui auront beau s'en défendre, la haine des juifs sera toujours présente quelque part dans leur façon de percevoir le monde. C'est notamment le cas dans les théories du complot autour de la pédocriminalité. C'est ce qu'on va voir avec notre second invité, le chercheur en neurosciences spécialiste du complotisme, Sébastien Dieguez. Alors, à l'origine disons que la panique vis-à-vis des enfants, ou disons que l'inquiétude par rapport au sort réservé aux enfants, dans le contexte du mythe antisémite qu'on appelle la légende du sang, en fait, blood libel en anglais, c'est-à-dire des accusations de meurtre rituel, généralement tracées au XIIe siècle. Si je me rappelle bien, en 1144, on a un fait divers, en fait, une affaire sordide. Un enfant de 12 ans, Guillaume de Norwich, est retrouvé mort, visiblement assassiné. La communauté juive va être accusée.
sans preuve de ce meurtre. Il n'est pas seulement un meurtre, mais un acte rituel, quoi, en fait. Donc, on va accuser la communauté juive en reprenant, pour le coup, un mythe encore plus ancien, puisqu'on le retrouve dans l'Antiquité tardive, hein, vers le IIIe siècle. Comme ça, il y a déjà des accusations de ce genre. Comme quoi, la communauté juive, en fait, sacrifie ou tue des enfants chrétiens pour s'emparer de leur sang, généralement. Mais disons qu'au XIIe siècle, avec cette mort d'un enfant et les exactions qui ont suivi, puisque toute la communauté juive de Norwich en Angleterre a été assassinée, enfin tuée dans leur maison. Donc il y a quand même des conséquences, des pogroms qui suivent ce genre d'accusations gratuites. C'est le cas qui est le premier cas vraiment documenté au Moyen Âge, donc au XIIe siècle, et il va y en avoir des tonnes par la suite dans toute l'Europe, hein. On a pas seulement en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, plusieurs régions de la France. Ensuite, dans les pays de l'Est, du XIIe siècle quasiment au XXe siècle, en fait, exactement la même accusation suite à la disparition ou le meurtre ou la mort d'un enfant. C'est la communauté juive qui est suspectée et qui va être persécutée en retour, et parfois lourdement persécutée. Dans le sillage du complotisme contemporain avec des phénomènes comme QAnon, on a vu surgir cette histoire d'adrénochrome. Bon, l'adrénochrome, c'est un sujet en soi. D'ailleurs, on lui a consacré un épisode entier de Programme B que je vous invite à aller écouter. En gros, pour faire très court, c'est une théorie qui veut que les élites capturent des enfants et les torturent pour récolter une hormone qui permettrait de rester jeune. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de l'adrénochrome ou d'autres histoires, pour l'extrême droite, à chaque fois, c'est un boulevard pour alimenter un agenda qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la défense des enfants. La préoccupation affichée pour les enfants, et en particulier les enfants qui sont victimes de crimes ou qui sont impliqués dans des faits divers macabres ou atroces, qui sont effectivement souvent mis en avant par l'extrême droite et ses réseaux. Je pense qu'il ne faut pas être naïf vis-à-vis de ça. On est dans une exploitation purement opportuniste de choses qui arrivent aux enfants. Tout le monde est préoccupé par les enfants. Toute personne normalement constituée est soucieuse des enfants. Mais ce que fait l'extrême droite, c'est exploiter souvent des choses qui arrivent aux enfants dans un but uniquement idéologique et politique. Je pense pas qu'il y ait un souci véritablement sincère là-dedans, parce que si c'était véritablement sincère, il faudrait prendre tout un tas de mesures pour les enfants en général. Par exemple, des politiques publiques en faveur de l'éducation des parents, etc. C'est pas ce que l'extrême droite fait véritablement. Donc, se soucier uniquement des enfants quand il leur arrive des choses atroces, en particulier quand des étrangers sont impliqués, on est dans l'opportunisme le plus abject, mais aussi le plus hypocrite qu'on puisse imaginer. Et dans le cadre de l'extrême droite et de la préoccupation affichée pour le sort des enfants, je pense que ça s'explique par cette composante, on va dire, fonctionnelle du complotisme. C'est-à-dire que ça suffit pas simplement de dire que notre ennemi est méchant, bête, incompétent, ou qu'éventuellement il trafique quelque chose dans notre dos, ou il est responsable de telle ou telle catastrophe. Il faut encore le présenter comme particulièrement détestable. C'est-à-dire qu'il faut le déshumaniser, il faut le présenter comme un monstre. Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le dos de notre ennemi de plus ignoble que le fait qu'ils s'en prennent non pas à nous directement, mais à nos enfants, ceux qui n'ont rien fait. Eux, ils sont innocents, ils sont purs, mais c'est vers eux qu'ils tendent, ils veulent s'en prendre à nos enfants. Donc on a ce mécanisme assez étrange où en fait le complotisme d'extrême droite cherche, pour ainsi dire, à se dédouaner de ses propres torts en accusant son ennemi de s'en prendre à ses enfants. Parce que les enfants, eux, n'ont rien fait de toute façon. Donc c'est bien la preuve que s'ils s'en prennent à eux, c'est par pure méchanceté. C'est pas juste parce qu'ils nous aiment pas ou parce que peut-être qu'on a fait un peu des bêtises ou qu'on les a un peu persécutés, etc. Non, nos enfants, eux, ils n'ont rien fait et pourtant c'est à eux qu'ils s'en prennent. Et du coup, en portant cette accusation, eh bien évidemment, vous êtes auréolé de toute la gloire du défenseur, non seulement de la veuve, mais de l'orphelin, surtout de l'enfant. Vous êtes un héros puisque vous allez défendre des enfants à peu de frais. Et finalement, qui voudrait vous reprocher de défendre les enfants? Donc vous vous protégez aussi de toute critique, vous vous immunisez contre la critique parce que vous ne faites que vouloir défendre les enfants. Donc on a toute une panoplie d'avantages, on va dire stratégiques,
à utiliser les enfants dans un but idéologique et stratégique pour défendre son idéologie et faire porter le fardeau de la faute à nos adversaires et à nos ennemis d'une façon particulièrement délétère, quoi, en fait, parce que évidemment, c'est diffamatoire d'accuser quelqu'un de faire du mal à des enfants. Il faut peut-être le rappeler. Ce qu'on peut constater, en fait, la morale de l'histoire, c'est il y a quand même un déficit dans l'imaginaire de certaines positions extrêmes. C'est-à-dire, plutôt que d'inventer des nouvelles choses, on va récupérer ce qui était disponible clé en main, déjà quasiment depuis l'Antiquité, encore et encore. Donc, il faut croire que c'est comme ça. D'un autre côté, c'est pratique aussi parce que c'est tellement prévisible comme ça, mais ce qui est terrifiant, c'est que génération après génération, il faut tout réexpliquer, il faut repartir à zéro, puis tout reprendre, quoi. Mais c'est désespérant. Mais au moins, on sait à quoi s'en tenir parce que ça change pas vraiment. Merci à Anton Stolper et à ses deux invités, Stéphane François et Sébastien Dieguez, pour cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.